Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro hors série de French Big Ballers, le dernier de la saison puisque les Lakers se sont imposés face au Heat de Miami, devenant ainsi le champion NBA de la saison 2019-2020. Afin de célébrer ça entre gens de bonne compagnie, je serai bien évidemment accompagné de mes deux camarades habituels. Le titre l'a apaisé si bien qu'il n'a proféré aucune insulte depuis le Game 6, même envers Kyle Kuzma. Nas est avec nous. Comment ça va Nas? Eh ben écoute, salut Clément, salut tout le monde. Nous sommes champions NBA. Mesdames et messieurs, c'est incroyable, franchement, ça fait depuis le Game 6 est terminé, je suis heureux, mais à un point inimaginable quoi. Enfin heureux et un peu amer à la fois. Je pense qu'on en parlera un peu pendant le pod, notamment par rapport à Kobe, mais voilà, super heureux. C'est la teuf quoi, c'est la maxi teuf. Valium, Lexomil et mélatonine, voilà son cocktail détonnant pour emmener Los Angeles au titre afin de ne pas porter la poisse. Adrien est là. Comment ça va Adrien? Ça va impeccable. Écoute, ouais, j'ai brillé par mon absence pendant ces lives. Pour assurer le titre, mais au moins toujours je conserve ce 100% de prono. Putain. Donc, voilà. Y a pas à dire, hein. Tu l'avais dit 4-6, j'avais annoncé 4-2 fumé, tu l'avais dit, hein. Ouais. J'avais dit LeBron MVP des finales aussi, c'est vrai. Est-ce qu'on a dit Adrien que tu t'es quand même réveillé pour le 5e match et oui. qu'on s'est fait latter la gueule? C'est vrai, on peut. Je te jure, il y a que deux matchs que j'ai regardé en live, c'est celui-là. Et quand même, le dernier carton du Game 6, où j'ai vu qu'il y avait plus 30 et je me suis dit, je vous ai quand même envoyé un petit message, est-ce que je peux le regarder celui-là? Ils ont quand même fini par réduire l'écart. Bon, il y avait les vendeurs de limonade qui étaient sur le terrain, mais ils ont quand même réduit l'écart. Moins 17. Au plus-minus, je suis catastrophique sur cette série de playoffs. Grave. Messieurs, avant de gentiment chambrer tout le monde, et notamment les fans des Celtics, en leur rappelant que dorénavant, on a autant de titres qu'eux, et que la majorité n'a pas été obtenue contre des dentistes, des comptables, des réformés de l'armée américaine. J'aimerais qu'on revienne sur ces matchs face au Heat, là, ces 6 matchs qu'on a vus. Ouais. Des gens ont été déçus par ces finales. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant que fan super objectif? Je pense que toutes les personnes qui ont été déçues, c'est les personnes qui ne sont pas fans des Lakers. Après, on s'en fout. On s'en fout. On s'en branle. Ouais, grave, on s'en branle. On s'en fout. On est champions. Il y a combien de finales se jouent entre des équipes apparemment déséquilibrées, tu vois? Donc là, on a juste fait respecter la hiérarchie face à un adversaire qui s'est quand même très très bien battu et qui, hormis on va dire le premier et le dernier match, a été on ne peut plus coriace et de loin l'adversaire le plus coriace qu'on a réussi à rencontrer pendant ces playoffs. Sans vouloir manquer de respect à Denver qui a été quand même c'était une prestation honorable de leur part. Et là c'était encore le niveau au-dessus. Plus à la hauteur que les Rockets, c'est Portland pour Denver quand même. C'est ça. Totalement. On y allait progressivement de toute façon dans ces playoffs. Exactement. Ouais. Et je suis totalement d'accord là-dessus. Tu as toute une série de personnes qui vont te dire les Lakers sont pas affrontés ni les Clippers ni les Bucks. Certes, mais on fait tomber les équipes qui les ont fait tomber et c'est pas un hasard si elles se retrouvent là. Complètement. C'est pas un hasard. Ceci dit, on n'a pas joué les Clippers. Les Clippers n'avaient pas qu'à choke leur 3-1 lead face à Denver aussi. Tu vois, à un moment donné, faut aussi être réaliste. Imputer aux Lakers le fait qu'ils aient pas joué aux Clippers, alors que c'est la totale responsabilité des Clippers qui auraient dû faire respecter la hiérarchie face aux Nuggets, qui avaient largement sur le papier l'effectif pour les battre. Écoute, c'est pas de notre faute. Allez vous plaindre à Steve Ballmer si vous êtes pas content, mais nous on est très bien comme on est. Et par rapport justement on va dire à l'affiche entre guillemets déséquilibrée qu'il y a eu face au Heat, c'est vrai qu'on avait nos deux stars, LeBron James, Anthony Davis qui est là. Faut quand même préciser qu'on n'avait pas Avery Bradley, même si c'est pas une énorme perte, ça reste une perte quand même. Et l'année dernière, les Raptors doivent taper les Warriors, ils tapent des Warriors qui étaient pas full non plus, tu vois. Donc c'est comme ça. et Thompson, c'est plus facile. Bien sûr. Donc tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Et personne n'a remis en titre le titre des Raptors. D'autant qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que les Lakers sont arrivés en play-off et même en début de saison régulière et puis même en play-off, un peu avec cette position entre guillemets de favori, mais favori / outsider, tu vois. Un peu au même titre que Toronto l'année dernière. Donc je vois pas pourquoi parce que ce serait les Lakers, on serait là à dire c'est pas mérité, c'était contre un Heat qui était déséquilibré, non, qui était affaibli, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça qu'il faudrait exactement ça, il faudrait qu'on reprenne depuis le début de la saison d'où on part. Ouais, faut qu'on reprenne les narratives en fait. Avant le premier match de la saison régulière, il y a combien d'équipes déjà qui nous mettent première à l'ouest? Il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Personne. Ouais. Je crois que même moi dans une preview, je nous mets 3 ou 2, tu vois. Même moi je ne vois pas, tu vois, premier à l'ouest, sortir premier. Ensuite, avant d'entamer, on va dire avant la pause pour cause du Covid, il y en a combien aussi qui nous donnent favoris pour le titre? Pas tout le monde non plus, malgré la double confrontation très positive face aux Bucks et aux Clippers, mais malgré tout, pas partie des favoris. Et après les premiers matchs de la bulle où on assure le top seed, mais où on joue clairement, en roue libre, il y en a combien qui ont dit les Lakers, c'est pas bon? Doit-on s'inquiéter pour les Lakers? C'est ça. Doit-on s'inquiéter pour les Lakers? Et au final, donc
Bah non, on était extrêmement costaud. Si Extrêmement on était première à l'Ouest, c'est pas pour rien. Si on a montré qu'on avait une très bonne défense pendant toute la saison régulière, eh ben on l'a aussi montré pendant ces playoffs. Un petit peu moins quand même, je dirais sur les games. Oui. Allez, on va dire 2-3-4. 2-3-4 face au Heat, c'était quand même pas toujours ça. Mais bon, hier, c'est clairement le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Et c'est la défense là hier qui met dedans et qui nous fait prendre le large. On crée un nombre de stops avec le Heat aussi qui ne met plus rien dedans pendant un moment. Ça a été juste la folie quoi. Et derrière, bah t'as un LeBron de gala, un AD qui est pas extraordinaire mais qui est là. Un Rondo game, 19 points avec une efficacité insolente. Un KCP pareil présent. Non, franchement, hier c'était la teuf quoi. Ouais, ce qui m'a halluciné, c'est le nombre de lay-up en fait qu'on se procure. Ouais. Oui, avec énormément de transitions quand même aussi. Beaucoup de transitions. Ouais. Mais je pense qu'à mon avis, le Heat craque totalement. Et mentalement et physiquement. Ouais, en fait, en vrai, on les gifle en transition parce que c'est ce qu'on sait, j'ai envie de te dire, un peu le mieux faire. On est meilleur en transition, je trouve, quand jeu placé. Mais on les aurait giflés peu importe la manière, en fait, avec laquelle on jouait. Ils étaient, à mon avis, c'était juste foutu, c'était carbo et c'était terminé pour eux, quoi. Donc, non, franchement, un titre qu'on mérite quand même, que les Lakers ont mérité et qu'on se doit de célébrer comme il se doit. Après, c'est une question métaphysique. Je dirais, quelle équipe ne mérite pas son titre? Exactement, aucune. Bah, tu vois, tu gagnes, tu mérites, point. Voilà, il y a pas de complètement. Et puis dans ces conditions, on va retirer des tas de titres aux Celtics, comme disait Clem, où le mérite était ultra moindre. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un titre, c'est un titre. Point barre, c'est tout. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est le plus marrant, c'est que nous, on en avait parlé plusieurs fois dans les previews avant le début de cette saison régulière et même un peu pendant. Nous, on voyait pas les Lakers aller chercher le titre cette saison. Non. On se disait, c'est pas du win now. On pensait que ça allait plutôt être la saison prochaine. Peut-être que Clément, tu veux un peu étayer là-dessus, parce que t'as pas donné totalement. On en discutait en conversation privée. Je pense que même dans les previews, moi, je les voyais 4 ou 5e à l'Ouest, passer au moins 2 tours en playoff, mais c'est tout, quoi. Et je les voyais pas forcément aller au bout du titre. Finalement, au fur et à mesure de la saison, la vie a forcément changé par rapport à la philosophie imposée par Frank Vogel et ce que mettait en place l'effectif. Ils étaient en mission, mais dès le premier jour du training camp, et ils le sont restés même dans cette bulle. C'est assez impressionnant et toutes les stats collectives, en tout cas notamment le net rating, le montrent, que ce soit en saison régulière ou en playoff. On a trusté le haut du tableau, que ce soit en attaque ou en défense. Henry. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est par rapport au fait, pour moi, c'était quand même l'année ou jamais pour être champion. À cause des Warriors. À cause des Warriors, c'était net. Tu profites quand même du fait que les Warriors s'effondrent. Alors, je dis pas que l'année prochaine, ils vont revenir comme à leur niveau de 2015 ou 2016. Mais quand même, ils sont pas là cette année. C'est quand même une épine en moins. Et les Nets, on sait pas ce que va donner le duo KD Irving. Mais tu n'as pas aussi à t'en préoccuper. Donc, la fenêtre, elle était là. L'année prochaine, toutes les équipes aussi, tous les contenders auront un an de plus pour se renforcer ou peaufiner le collectif, nous compris. Et bon, il y aura plus de monde. Ça sera plus dur l'année prochaine, je pense. Notamment Atlanta. Ouais. Pardon. Excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Messieurs, on revient vite fait sur ces matchs à qui on décerne des petits points, même si LeBron a été logiquement élu MVP des finales. Est-ce que vous avez des bons points à distribuer sur cette finale? La série des finales ou tous les playoffs même dans leur ensemble plus large? Non, sur cette finale. Pour finir sur les finales, oui. Moi, j'avais un peu peur en début de la série KCP qui était pas super bon, j'ai trouvé sur le match 1 en tout cas notamment. Et finalement, il a plutôt été très bon par la suite, et il a même été plus que bon puisqu'il a un peu compensé le manque d'adresse par moment de Danny Green. Donc moi je donnerais un petit point à KCP. Je l'aurais peut-être donné à Caruso si c'était pas autant effondré au game 5 par exemple, tu vois. Donc moi ce sera KCP pour moi. Moi j'ai du mal à en ressortir, mais c'est du fait de la physionomie de cette équipe. C'est-à-dire que tu as le one-two punch qui est ton référent, qui aligne toujours ses performances à plus 20 points, et après il suffit qu'il y en ait un ou deux qui sortent un match bon, et ça suffit pour faire la diff. Donc tu vois, il suffit que chacun des RP1 des role-players te sorte le bon petit match à un moment donné, et ça te fait mettre dessus. Alors à un moment donné c'est Rondo, parce que Rondo, il y en a beaucoup qui vont dire playoff Rondo. Bon, ok, si vous voulez, il sort des performances où moi j'escomptais pas du tout en voir de tels sur ces playoffs là, mais il y a des matchs contre le Heat où il est quand même catastrophique. Le 5 il est très mauvais. Le 5 il est pas bon du tout, mais c'est pas grave parce que t'as un autre qui prend la place. KCP aussi, tu vois, moi KCP il a eu aussi ses moments dans le match 4, c'est ça le. C'est ça le. Attends, je te ressorti les stats. Je crois que c'est le match. C'est le 4, c'est le match du 3 où il est très très bon sur le dernier carton. Oui.
c'est ça, c'est tout dans le même. Mais je regardais les stats tout à l'heure sur stats notamment des joueurs à 3 points, notre effectif sur ces finales. En fait, mais ce que tu dis, à chaque fois qu'il y a, à chaque fois qu'il y en a un qui est mauvais, il y en a un autre qui prend son match, comme tu dis, Rondo, KCP. On a eu Markieff Morris aussi lors d'une défaite malheureusement, mais et quand tu regardes les stats, tu vois KCP tourne à 30% à 3 points sur la série, Rondo 33%, Kuzma 31%, Danny Green 29%, et en fait celui qui s'en sort le mieux qui s'en sort avec les meilleurs pourcentages parmi les role-players, c'est Alex Caruso, qui s'en sort avec 43% et 37% à 3 points. Non, en dehors des deux stars, et il sort évidemment sa Caruso qui est en surchauffe et qui sont des pourcentages à 3 points en tout cas qui sont pas du tout les siens normalement. C'est ça, c'est les pourcentages qu'il a eu par le passé, mais pas cette année, ouais. Pas cette année. Ça. Et surtout pas en playoff avant ça aussi. Ouais. Après, comme tu dis, tu l'as dit, Nas, t'as cité Anthony Davis. Ouais. 25 points, 11 rebonds, 3 passes, 2 contre, une interception, et il te sort des pourcentages. Je crois qu'il est en 57. Ouais, c'est ça, 57, 42% à 3 points et 93% sur la ligne. Et encore, il était à 100% avant que Nas mette un tweet et ouvre sa gueule en disant je lui ai porté l'œil, j'étais dégoûté. Je tweete le truc, il finit sa série, il met dedans, la série d'après, boum, ça rentre plus. T'imagines quand même, c'est pas le podcast intitulé Anthony Davis, c'est le podcast intitulé Les Lakers sont champions NBA. C'est ça. Je veux dire, la série de LeBron est incroyable, il mérite les finales NBA, il fait ses stats, en fait, il prend, je trouve, le trophée aussi parce qu'il fait des énormes stats. Tu sens même sur le Game 6, qu'à la fin, quand on a fini de piétiner le hit, il va se servir sur toutes les bonnes looks pour aller prendre les lay-ups, prendre les points faciles. Et d'un côté, c'est un peu du stat padding, mais d'un côté, on peut pas lui en vouloir pour sa distinction personnelle. Il a une chambre des trophées à remplir, une legacy à laisser derrière lui, donc c'est cool, y a pas de souci. Mais je veux dire, Anthony Davis, sa série, elle est insolente au niveau des pourcentages, quoi. C'est du n'importe quoi. Et même quand tu regardes ses shot chart, sa shot chart, sur tous les playoffs, finale inclus, putain, c'est que du vert de partout quasiment, quoi. C'est incroyable. Après, il y a 2 autres personnes que j'aimerais citer quand même, c'est Jimmy Butler et Eric Spoelstra, parce que si cette série, elle a été, moi, même si c'était, déséquilibré, c'est vrai que au Game 1, Miami, Butler se tord la cheville, mais t'as aussi Bam Adebayo qui a mal à l'épaule, t'as Goran Dragic qui se blesse pour quasiment toute la série, il revient qu'au dernier match, et donc automatiquement ça déséquilibre encore plus cette série. Mais si elle a été aussi passionnante quand même à voir, c'est par les ajustements de Spoelstra, et c'était impressionnant. Il faut peut-être juste Adrien, ce que j'allais dire, je pense qu'on pense exactement la même. Je le dis, et si c'est ça, tu complètes. J'allais te dire, je pense moi que l'absence de Goran Dragic, elle aura été, je pense, globalement mauvaise pour eux, mais Spoelstra, ça a permis à Spoelstra de valoriser des joueurs offensifs, par exemple Kendrick Nunn, qui a été ultra insolent sur son tir et qui a mis des points, tu vois, qu'il aurait probablement pas mis s'il y avait eu Dragic qui pompait toutes ces minutes. Donc c'est pas ça que tu voulais dire du tout? Si, mais j'allais te dire, et en défense, entre Dragic et Kendrick Nunn, c'est à peu près la même chose. Donc c'est des joueurs qui sont pas des stoppers, donc tu perdais pas beaucoup. Tu perdais en playmaking par rapport à ce que pouvait faire Dragic. Mais moi, c'est pas pour le fait de Dragic. Moi, la question que j'allais poser, c'est est-ce que l'absence d'Adebayo, au final, c'est ça? Parce que Olynyk, il nous a froissé. Ah ouais, il nous a froissé. Ça fait mal, Le pick and pop, on n'était pas prêt là-dessus. On n'avait pas vraiment affronté de pivot dont c'était réellement le jeu. Enfin, moi, à moins de considérer Tucker comme étant un pivot de métier et qui a tendance à s'écarter. Mais tu vois, si on avait continué avec Bam pendant toute la série, vu comment on avait réussi à complètement maîtriser Nurkic, ou un profil à la Plumlee, parce que mais en plus, là sont un petit peu dans le même créneau. Donc, je pense pas qu'on aurait passé de si mauvaises soirées avec Bam sur le terrain. D'ailleurs, on le voit bien. Il revient et ça a été un carnage pendant toute la première mi-temps. Mais ce que vous dites, les garçons, c'est que Miami a constitué un match-up de la mort face à Boston, et en fait, c'était nous le pire match-up possible pour Miami derrière, quoi. Ouais, complètement. Le match-up déjà, on va dire à titre personnel, AD face à Adebayo, c'est AD qui le remporte 1000 fois, quoi. Il l'avait déjà remporté pendant la saison régulière, et là, on l'a vu sur la série, Adebayo arrivait pas à défendre sur lui, et AD arrivait à très bien défendre sur lui, tu vois. Donc Même Howard, ouais, par moment, ouais, complètement. Du coup, c'est sûr que ça a été intéressant en tout cas de voir. T'as raison là pour le coup, Clément, je te rejoins. Déjà Jimmy Butler, moi je savais que c'était un joueur extraordinaire, mais franchement je pensais pas qu'il allait sortir une série pareille. Il sort une série de ouf. Au-delà des stats, des triples doubles et tout, son influence sur le parquet, elle est folle. Il a quand même été beaucoup mis sur LeBron, sur pas mal de possessions, il a dû défendre en indiv sur
LeBron. Donc c'est fatigant quand même de défendre contre LeBron James et derrière pouvoir en attaque avoir la lucidité pour faire les bonnes passes, les bons décalages à quasiment tout le temps parce que il sort des séries, il sort des stats insolentes au niveau des quasiment assists. à 10 passes. Il est quasiment à 10 passes sur la série. Quasiment à 10 passes, tu vois. Super impressionné. Super impressionné. Après, comme tu disais aussi, et là j'insiste, Spo, il nous aura bien fait chier. Il nous aura bien emmerdé. Et là, j'aimerais donner un peu du crédit à l'analyse de Bastien quand il était venu sur le pod de preview, quand il disait que ça allait nous faire bizarre de voir une équipe qui exécutait bien. Et en fait, il a eu raison. Moi, j'ai trouvé que sur beaucoup de matchs, ce qui nous a vraiment, entre guillemets, mis dedans, c'est que le Heat arrivait à super bien exécuter. Des systèmes hyper propres, des déplacements sans ballon qui étaient super cool, des ouvertures qui étaient trouvées, les tirs qui rentraient. Enfin, je veux dire, c'était quand même une vraie équipe en face. Même sans Dragic et même sans Adebayo pendant une partie de la série, c'était une vraie équipe en face. Et surtout un sens de l'adaptation quand même assez impressionnant. Il a poussé les Lakers à changer énormément de fois de défense sur Butler, et à chaque fois, il y en a une qui a fonctionné, c'était en mettant AD en 1 contre 1. Et sur le match d'après, ils ont abusé des écrans pour faire sortir AD de Butler et pour que Butler remporte son mismatch face à des arrières ou des ailiers qui pourraient pas résister. C'était chapeau à Spoelstra. Carrément. Messieurs, on a fait le tour sur le hit. Ouais, petite question sur cette saison. Est-ce qu'on peut dire que le bilan est positif? Aïe. Ah putain. Non, mais... Du coup, moi, alors, tant qu'il faut le faire, moi je vais faire de grosses excuses à Rob Pelinka. Vraiment. Ouais. C'est quelqu'un qui, depuis son arrivée, j'ai été un peu plus sceptique, avec, une communication. Je sais que c'est Hollywood, Los Angeles, à un moment donné, c'était vraiment trop. Une free agency quand LeBron arrive qui était pas vraiment convaincante, c'est moins de le dire. Après le remue-ménage avec Magic, puis le pataquès avec autour du trade d'Anthony Davis, et même là sur le trade d'Anthony Davis, j'étais resté un petit peu critique sur le fait on avait donné beaucoup, notamment sur les nombreux, il y a peut-être 1 ou 2 picks ou des swaps qui étaient en trop. Mes excuses sur toute la ligne. La stratégie avait été annoncée par le duo Magic Pelinka, c'est il nous faut 2 superstars pour remporter un titre dans cette ligue, donc on va tout faire pour les attirer, et il y en a tiré une avec la free agency, la deuxième en bazardant tout ce qu'on avait de valuable dans le roster, tous les morveux dehors. Tout ce qui a un peu de valeur, allez hop là, ça sort, et au final c'est un titre, donc bravo, mes respects. Monsieur Pelinka, c'était les choix qu'il fallait faire, et en plus sans réellement, je dirais, faire mal à l'avenir de l'équipe comme a pu le faire une autre équipe de Los Angeles. Non, et j'ai envie de te dire respect aussi sur le choix finalement d'Anthony Davis, de s'être positionné pour récupérer Anthony Davis après tout ça, parce que nous par exemple, je sais pas si vous vous en rappeliez, mais à l'époque, quand on avait récupéré LeBron, on n'avait pas du tout listé Anthony Davis comme étant une cible potentielle pour faire un gros duo avec LeBron. On avait, je me rappelle, cité à l'époque les KD, Paul George, Kawhi, surtout Kawhi, on avait pas mal insisté sur lui. Donc je dis pas qu'un duo LeBron-Kawhi aurait pas été incroyable, il aurait probablement été. Mais quand même gros kudos à Pelinka d'avoir aussi cru au match LeBron et AD, parce que c'est réellement un duo insolent. Ils finissent les deux sur tous les playoffs à plus de 26 points par match, je crois chacun, ou peut-être même plus de 27, avec AD qui est genre à 1/10 de points de plus que LeBron de moyenne. Chapeau bas. Donc pari réussi. Moi aussi pareil, mes excuses à Pelinka. Je pense qu'on était un peu amer d'avoir perdu surtout Ingram et Ezo, mais du coup j'ai envie de te dire finalement c'est comme ça, c'est cool. Et un de grands remerciements aux francs-maçons qui nous donnent le pick 4 aussi. Voilà, merci. Non, mais ils nous donnent un pick 4, après ils nous donnent les arbitres, merci aux ils Illuminati. ouvrent la porte de Daniel House, tu vois, ils ont fait beaucoup pour nous. Ils ont été énormes. Les Illuminati, c'est quand même des grands membres de notre équipe. Ils ont aussi foulé la cheville de Lillard face à Portland. Ils ont aussi découpé les mains actives de Melo. Je veux dire, les Illuminati, ils étaient de partout pendant les playoffs. Ils étaient très présents. Bravo. Ils étaient super présents. Mon Dieu. Et du coup, on fera, je pense, un pod spécialisé pour en reparler. Mais là, l'objectif, on va pas se mentir, c'est de renforcer un peu cette équipe pour aller viser le back-to-back. Et des renforts, on peut en avoir. On peut en avoir. Cette équipe, elle est encore perfectible. Et il va y avoir du monde qui va vouloir se bousculer au portillon. On a déjà vu Gallinari nous faire un tweet, un appel de phare Xénon directionnel en mode les gars, venez, recrutez-moi, tu vois. D'accord. Donc on a des possibilités. Le même minimum de connard.
Qu'est-ce que je te dis? Si tu veux venir, c'est le minimum. Hein. Mais ouais, bon, après, voilà, sans faire une disserte, parce que je pense qu'on y consacrera un pod. Messieurs, l'objectif, c'est pas de se contenter de ce titre-là, c'est de remettre le couvert la saison prochaine. C'était ma sortie. J'allais vous demander, puisque là, les prochains podcasts qu'on va faire seront sur la draft, sur la free agency et sur la nouvelle saison, notamment avec des joueurs, vu que les profils sélectionnés par Pelinka semblent bons. Maintenant, je pense qu'il y a bien mieux par rapport aux joueurs qu'on a actuellement dans l'effectif, surtout que certains vont prendre un an de plus et donc vont être plus compliqués à produire. Comme Maggie, mais Maggie c'est pas dit sur l'année prochaine déjà. Il y a des player options. Hein. Si, il a une PO, Maggie. Oui, non, mais ça je sais très bien. Hein. Mais pas dit qu'il reste très longtemps du côté de Los Angeles. Ouais, Quinn Cook c'est pareil. Quinn Cook. Ouais, mais c'est pareil, ça. Tu vois, c'est des player options tout ça. Quinn Cook, c'est un parti non garanti. Ouais. Mais non, je pense que t'as Avery Bradley, t'as Rondo et Maggie. Ouais. C'est notre PO. Et KCP. Et KCP aussi. Mais à l'arrière, KCP, franchement, s'il la prend sa PO, je serais pas mécontent. Finalement, les gars, il faut se le dire, hein, KCP, il nous sort une saison plutôt cool, hein, finalement. Oui, c'est clairement affirmé comme une troisième option, hein. Si à Bradley pendant les playoffs. Bradley, c'est pareil. Si à Bradley pendant les playoffs, est-ce que KCP fait ces mêmes playoffs? Pas certain, non. Pas certain, effectivement. Non, s'il y a pas, tu vois. Mais enfin, KCP aurait eu des minutes en seconde unité et il aurait probablement aussi dépanné un peu sur le manque de productivité de Kyle Kuzma par exemple. Donc je sais pas. Ça serait peut-être pas, il y aurait peut-être pas eu cette balance de fou. Mais oui, effectivement, il aurait peut-être pas sorti les mêmes stats pour le dire. Notre marge, elle est pas énorme. Concrètement, on a des contrats minimum, la MLE et peut-être un trade de Kuzma, mais comme le contrat de Kuzma c'est tout petit, donc on n'aura pas grand-chose en face non plus. Donc, tu vois, ça fait, ou alors de faire un package Kuzma avec un mec un contrat un peu plus élevé pour faire venir un autre élément. Mais c'est, à mon avis, les marges de manœuvre sont pas énormissimes. Mais ce qui tombe bien, c'est quand même une promotion de free agent qui est assez pauvre. Ouais, si ce n'est très pauvre. Ouais, pas mal de ring chasers aussi dedans qui, je pense, seraient prêts à faire des sacrifices pour pouvoir être dans le. Typiquement, Gallinari, c'était un mec qui pouvait prétendre à un gros contrat, un dernier gros contrat après sa saison à OKC. Et même lui, il est prêt à. Là, il est prêt à se prostituer pour venir chez nous. Après Gallinari, on a Markieff Morris aussi. Il y aura des choix à faire. Des choix à faire qui veut rester selon les prétentions salariales de X ou Y. Tu vois, est-ce que les gens vont vouloir rester un an de plus, quitte à aller à Los Angeles, c'est pas mal, jouer le titre, c'est quand même assez cool. Mais donc reporter d'un an l'arrivée sur la free agency, il faut voir. À mon avis, on aura de quoi. Les ring chasers seront là et avec 8 millions, tu peux aussi avoir un role player très très sympa. Et je vous propose, messieurs, d'en reparler dans un prochain numéro. Avant de se quitter, un petit dernier mot, Nas. Ouais, écoutez, franchement, pour tous ceux qui nous écoutent régulièrement et pour ceux qui vont découvrir peut-être ce podcast avec celui-ci aussi, déjà bienvenue aux quelques nouveaux. Merci à tous ceux qui nous suivaient depuis un moment. C'est vrai que j'ai tweeté sur le compte avec des remerciements pour ceux qui nous suivaient depuis tant d'années, des épopées Clarkson, D'Angelo Russell, Julius Randle, Brandon Ingram, Lonzo Ball. On en aura eu des épopées qui, même si on préfère être champion en titre avec un LeBron James ou un Anthony Davis, on a quand même eu des moments de kiff, faut quand même le dire, avant cette période-là. Mais c'est sûr que c'est jamais aussi beau qu'avoir une équipe compétitive qui roule sur tout le monde en playoff et qui s'impose dans une bubble avec un titre, avec entre guillemets une astérix, mais qui pour moi est plutôt une astérix en mode c'était encore plus dur de gagner que dans des conditions normales, qu'une astérix en mode c'était plus simple. Après voilà, ça c'est mon avis. En tout cas pour finir, pour revenir sur le sujet, merci à tous ceux qui nous suivaient depuis tant d'années. Je pense que ce titre c'est d'abord vous qui le méritez parce que voilà, ça n'a pas été simple d'avoir des saisons avec des Byron Scott puis des Luke Walton. On s'est foutu de votre gueule pendant 7 ans. On s'est bien fait chier dessus pendant 7 ans. Mais donc là il faut profiter. Profiter, chier sur les gens. Franchement, on en a rien à foutre nous de leur avis. C'est les Lakers et rien d'autre. Et voilà, nous notre compte on est comme ça aussi. On vous invite à être franchement soyez insolents, vous le méritez. Et puis voilà, en espérant qu'on remette le couvert de la saison prochaine, tout simplement. Adrien, un dernier mot pour la fin. Ouais, là ça dit à peu près l'essentiel de ce qu'il fallait dire. C'est ça, il y aura eu du romantisme quand même dans ces soirées de la loterie, dans les soirées de la draft. On se disait ça y est, on a encore décroché le style de machin. Et puis l'année d'après, tu faisais rien du tout, quoi, tu vois. Grave. Mais on aurait peut-être aimé pouvoir grandir avec au moins un de ces minots et que ce soit pas Kyle Kuzma. Voilà,
Pas tout avoir malheureusement. Je te pardonne pour ça, Rob Pelinka. Ouais. Mais non. Merci à vous tous. Il y a un des tweets de toi, Nas, qui m'a particulièrement touché. Effectivement, c'est celui où tu disais à ceux qui sont là depuis 6-7 ans, régulièrement sur les live tweets, sur des matchs, comment dire, parfois qui étaient vraiment bien pétés. Et vous qui étiez là, pour vous, le titre a encore une plus grande saveur. Complètement. Vous là, dégustez le suivant. Il fait vraiment plaisir. Et dernière chose, vous en foutez. L'astérisque, pas la bulle. Dans 30 ans, dans 40 ans, tout le monde aura oublié qu'il y avait ça. Tout le monde aura oublié qu'il y avait un Covid en 2020 et il y aura juste un titre. Point barre. De titres. Et je rejoins Nas, je pense qu'il était encore plus compliqué pour gagner cette année qu'au contraire, parce que justement ça a relancé des équipes. Et c'était on l'a mérité très plus que tout le monde. particulière côté Los Angeles. Du coup, moi j'irais à vous remercier, ceux qui interagissent avec nous, parce que vous êtes de plus en plus. C'est vrai qu'au départ, on a commencé ce compte avec d'autres personnes en très petit comité. Je me souviens que je postais des articles. Pourquoi Jordan Farmar doit être le meneur titulaire des Los Angeles Lakers? Donc, c'était un chemin quand même qu'on a parcouru à l'époque. Mais merci beaucoup. Aujourd'hui, on est presque 33 000. C'est des chiffres assez impressionnants et c'est vrai que ça donne quand même la force de continuer à rester, avoir un bon mood, continuer à vous divertir, à être là le soir pour live tweet les matchs avec vous et interagir. Donc merci beaucoup à vous. Yes. Je terminerai en disant que Los Angeles va faire un back-to-back avec Cassius Winston qui sert Danilo Gallinari dans le corner. Voilà. Et messieurs, je vous propose de se retrouver pour un prochain podcast. On parlera draft, on parlera free agency et on parlera reconquête du titre. Allez, ciao. À bientôt, ciao. Ciao.